Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, l'habitué de 9 heures. Lecteur Yves Lambrecht. Musique Charlie Nelson. Rue de Fleurus, Paris 6e. Nez aplati, oreilles décollées, mains larges et velues, épaules de gymnaste fou, trapu, lourd sans être gros, mesurant près de 2 mètres, non pas chauve, mais le crâne méticuleusement rasé, Étienne Dupuis faisait peur aux enfants et à beaucoup de leurs parents. Une sorte d'ogre urbain plus que taiseux, solitaire et plein d'une mélancolie ontologique et permanente. On le croyait en colère contre le monde. Pourtant et depuis longtemps, il ne s'en prenait plus qu'à lui de ne pas savoir être heureux. C'est un voile de peine qui assombrissait son regard. Mais si aujourd'hui il n'était qu'un grand géant triste, son mal-être avait longtemps été un alibi à toutes les violences. Adolescent, il se battait pour rien. Un regard ou un sourire mal interprété, une mauvaise blague sur son allure. Jeune adulte, au moment des grandes manifestations contre la réforme des retraites prônée par Alain Juppé, il avait systématiquement fait le coup de poing américain, aussi bien contre les flics de Debray que contre les gros bras de la CGT. À cette époque, malgré sa corpulence, il courait vite et avait toujours su échapper à la comparution immédiate. Grâce ou à cause de ses dimensions remarquables, les CRS le repéraient aisément dans la débandade des fins de cortège. Il restait immobile, cagoulé de noir et barre de fer à la main, statue vengeresse parmi les éclats de vitrines brisées, les poubelles incendiées, défiant les soldats de l'ordre s'avançant derrière leurs boucliers translucides. Au dernier moment, il lançait son dernier projectile et s'enfuyait, insaisissable. Personne, pas même ses camarades de baston ni Hélice, ne connaissait le visage de cet activiste violent. Ninja désespéré, rebelle sans cause, anonyme et seul dans sa colère. Au cours d'une de ces manifestations, un samedi pluvieux de novembre, une jeune femme et sa petite fille, un ange minuscule au visage blême parsemé d'étoiles roses, furent renversés et quasi piétinés par la foule des manifestants en panique. D'un côté, les Robocop bornés, de l'autre, les furieux en basket et, au milieu, parmi les banderoles abandonnées sur le goudron gras et dans les fumées asphyxiantes, 2 petits bouchons innocents malmenés par la violence de la rue. Étienne allait lancer un énième boulon vers les forces de l'ordre quand il croisa le regard effaré du petit ange, s'échappant malgré elle des bras de sa mère qu'une poussée erratique de la foule venait de bousculer. La petite fille allait se fracasser aux pieds de la jeune femme qui, elle aussi, était en train de tomber. Sans réfléchir, Étienne plongea, bras tendus vers l'enfant, et offrit son si large corps, comme rempart entre le bitume et la gamine qui atterrit sans se faire mal sur la poitrine du casseur repentant. Autour d'eux, une forêt de jambes hostiles, les cris, les déflagrations, l'âcre fumée des grenades. « Aglaé! Aglaé !» Dans la seconde qui suivit leur chute, la maman se redressa et arracha la petite des mains de son sauveur masqué. Couvrant la tête de son précieux fardeau d'un kéfier aux couleurs de la Palestine, elle disparut en 2 enjambées dans le tumulte. Sans un regard, sans un merci. Comme si rien ne s'était passé, Étienne se releva à son tour, raffermit sa prise sur le boulon qu'il n'avait pas lâché et visa soigneusement le capitaine de la compagnie de CRS qui, à une 30aine de mètres de lui, semblait diriger les opérations flicardes. Le gradé s'écroula. Étienne s'évanouit dans le crépuscule des lacrymos. Ce fut sa dernière manif, et plus jamais il ne mit de cagoule. Dès lors, Étienne rabattit son exaspération vers les salles de musculation, la lutte clandestine, le MMA dans des cages de fer, où il fracassa beaucoup d'adversaires.
Il s'épuisa longtemps à taper sur des sacs de sable, à soulever de la fonte dans les odeurs nauséeuses de l'effort et de la sueur. Au long des kilomètres courus à perdre haleine sur les tapis roulants, il pensait à la petite Aglaé comme à un ange gardien, corps céleste lévitant au-dessus de son épaule, entité bienveillante, lumineuse. Dans ces moments de détresse, il entendait son réconfort. « Toujours je serai là, avec toi. » Le souvenir de cet être comme un fétu dans la tempête imbécile avait empêché Étienne de tomber définitivement du côté sombre de la force. Il lui en était reconnaissant. La nuit, il rêvait qu'il aimait sa mère. Frapper pour pallier l'absence de mots, s'épuiser, s'exténuer pour oublier. Oublier son incapacité à communiquer, à s'expliquer le sens d'une vie emmurée dans la forteresse de son corps, de sa laideur supposée. Bébé hors norme, enfant aux mensurations inquiétantes, dès le début de son existence, Étienne avait subi toutes les incompréhensions, puis tous les rejets qui malheureusement allaient en découler. Ceux de sa mère, à peine voilée, après les souffrances d'un accouchement qui dura plus de 15 heures. Ceux de son père qui eut trop de mal à se reconnaître dans cet étrange et rébarbatif rejeton qui alla jusqu'à soupçonner sa femme d'infidélité. Ceux de son frère aîné Luc qui, adolescent, s'était rêvé athlète complet. Vexé, effrayé par la force et l'énergie sombre qui émanait de son cadet. La méfiance, le repli, puis un silence agressif répondirent peu à peu à l'absence de tendresse et de bienveillance des siens. Au collège, au lycée, Étienne se fit bien quelques éphémères copains. Toujours des garçons un peu bizarres au parcours compliqué, à la barque familiale chargée. Mais jamais il ne réussit à nouer une véritable amitié qui aurait pu lui offrir le goût de l'échange, la chaleur d'une écoute, le partage d'une crème Mont-Blanc au chocolat dévorée à même la boîte après un pétard. Quant aux amourettes ou aux fiancés, il comprit vite qu'il devrait passer son tour et regarder les autres parader aux bras de beauté blonde, brune ou noire, mais inaccessible pour lui. Il se résigna à trouver son plaisir en solitaire, puis, plus tard, auprès des professionnels chinoises des salons de massage. À l'été 2004, Joël, son neveu, fêta ses 2 ans et Étienne noua enfin une relation de tendresse et de confiance avec un de ses contemporains. Joël, qui lui fit oublier Aglaé. Joël, qui aurait dû fêter ses 20 ans il y a 15 jours, sous les guirlandes lumineuses et au milieu de toute la famille rituellement réunie dans le Midi varois, si son grand-oncle Julien n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir cet après-midi même du 10 juillet. Joël, le fils unique de Luc et Lola, avec qui il avait rendez-vous tout à l'heure pour déjeuner avec Valérie, sa jolie fiancée, avant de rejoindre ensemble l'enterrement du grand-oncle. Invité aux 2 ans de Joël, il avait choisi d'offrir à son neveu un gros camion de pompiers. Le gamin avait déballé le jouet, actionné la sirène, l'échelle, mais très vite l'avait délaissé et s'était tourné vers Étienne. Debout, Joël arrivait à peine aux genoux de son oncle, et les deux se regardaient sans rien dire. Personne ne faisait attention à eux. Les bouchons de champagne sautaient, les coupes se remplissaient. Joël murmura à maladroit « Tienne !» et tendit les bras vers son oncle. Étienne rougit, les yeux assaillis de larmes. C'était la première fois qu'un être humain lui adressait un tel geste depuis le dernier câlin de sa mère. La situation s'inversait par rapport à la petite naufragée de la manifestation. C'était lui qu'aujourd'hui un ange secourait en lui demandant de le prendre dans ses bras. Il souleva l'enfant le plus délicatement qu'il put. Une boule de tendresse vint se lever sur sa poitrine. Étienne ferma les yeux. Dans le salon, plus personne ne parlait. Les parents de Joël, Luc et Lola, regardaient la statue vivante, sidérés. Lola chuchota à son mari « Il vergine con il bambino ».
Étienne prit l'habitude de s'occuper de Joël. Toujours dans la même économie de mots, les samedis, les dimanches, il l'emmenait au cinéma ou, dès les beaux jours, au Luxembourg voisin. Il poussait sans relâche les balançoires, louait des bateaux sur le grand bassin, achetait des gaufres, du coca. Le gamin ayant grandi, il n'hésita pas à l'inscrire au cercle amical et sportif du Luxembourg où Joël prit ses premiers cours de tennis. Il y a seulement quelques années, il l'aidait à réviser son bac sous les frondaisons de la fontaine Médicis. Joël était animé d'une gaieté pleine d'ombre et de réserve. Passionné de bande dessinée, il était doué d'un très bon coup de crayon et se rêvait dessinateur héritier d'Hugo Pratt. En peu de mots, le grand et le petit se comprenaient, se rassurant et se protégeant l'un l'autre, chacun à leur manière. Quand il était avec son neveu, Étienne oubliait temporairement son ressentiment. Son corps n'était plus un problème à cacher ou à résoudre. Faire le cheval, le gamin sur ses épaules, des heures durant dans les allées du jardin le remplissaient de fierté. L'enfant l'avait choisi parce qu'il était un géant. Plus tard, l'ado le représenterait dans une magnifique aquarelle, pirate bravant la tempête et les marins du roi. Le grand regret d'Étienne était de n'avoir personne à qui vanter l'intelligence de son neveu, son talent pour le dessin et l'affection qu'il lui vouait. Le matin, Étienne aime prendre son café croissant en terrasse, si le temps le permet, ou à la première table derrière la vitrine à droite, en entrant dans la salle du Fleurus s'il fait trop mauvais. Tous les jours, sur le coup de 9 heures, il descend de son grand studio aménagé sous les toits, ouvre la lourde porte verte de l'immeuble et se glisse furtivement, malgré sa carrure de catcheur, sur une chaise du café. Un geste de reconnaissance vers le serveur et, le temps de jeter un œil aux frondaisons du jardin du Luxembourg bordant la rue Guinemer, arrive le double crème et la panière de croissants. Le serveur se contentera d'un vague signe de tête en guise de merci. Il sait que l'habitué de 9 heures ne lâche jamais un mot. Le patron, peut-être, connaît le nom d'Étienne, et encore, ce n'est même pas sûr. Tout le monde au Fleurus l'appelle l'habitué de 9 heures. On sait qu'il habite dans l'immeuble au-dessus du café, mais on ignore de quoi il vit et personne n'a entendu le son de sa voix. Mais il n'est pas muet. Un jour, on a vu qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Une autre fois, il a daigné donner l'heure à une vieille dame qui passait devant sa table. Elle n'a pas bien entendu, tellement il a parlé vite et bas, mais elle n'a pas osé le faire répéter et a filé sans demander son reste. Étienne s'interroge. Il va falloir qu'il se change avant de retrouver les deux amoureux. Costume cravate et chaussures fermées. Tenue de cérémonie oblige. Ça risque d'être intenable avec cette chaleur, et les enterrements sont toujours trop longs. Avant le devoir de l'après-midi, le plaisir du matin. Tremper un croissant dans la tasse du café crème. Tout de suite les doigts sont gras, la bouche luisante, une goutte de café vient mouiller le menton. Plaisir simple, plaisir silencieux, plaisir d'enfant. Un léger vrombissement attire l'attention d'Étienne. Quelque chose bruisse dans l'air au niveau des fenêtres qui surplombent la terrasse. Étienne lève la tête. Un drone. Pas plus grand qu'une assiette, avec des pattes noires et blanches sur lesquelles sont fixées des hélices. Il flotte au-dessus de l'auvent. Un ado qui doit le manipuler depuis sa chambre pour prendre des photos aériennes. L'araignée volante monte, descend, remonte dans un vol circulaire, tourne autour des voitures garées, revient vers Étienne, stationne au-dessus de sa tête, mais suffisamment haut pour qu'il ne puisse pas le toucher. Étienne se lève d'un bond et tente d'attraper le drone. Il l'a raté. Le pilote est habile. Beau joueur, Étienne lève un pouce de félicitations. Le drone prend du recul, remonte au niveau du premier étage et tout d'un coup file dans un bruit de mini-soucoupe volante vers le jardin du Luxembourg. Trop sûr de lui, le pilote a perdu le contrôle et l'araignée s'est encastrée entre deux montants de la grille avant de s'écraser sur le trottoir. « Oh non !» a crié le pilote. Une voix féminine. Dans l'encadrement de la fenêtre du premier étage, face au Fleurus,
Une jeune femme d'une vingtaine d'années se penche et tente d'apercevoir au loin l'appareil sinistré. Elle ouvre de grands yeux, paniquée, manipule en vain sa télécommande. Son regard, effaré comme il y a 20 ans dans la fumée des lacrymos, croise celui d'Étienne qui, entre mille, reconnaîtrait la constellation des taches de rousseur sur son visage angélique.